Ça doit être une sacrée usine, ton histoire, parce que 5 Airbnb, moi j'en ai un, c'est déjà l'enfer. Mais 5, t'es courageux. C'est la banque qui vous fait vraiment un cadeau. Souvent, il suffit de demander en réalité. Moi, j'en ai obtenu un juste en disant voilà, je lance l'activité Airbnb, je sais pas trop comment ça va se passer, est-ce que vous faites un différé? Ils m'ont dit ok, 6 mois. Voilà, ça m'a pris 3 secondes. C'est trop marrant. Je sais pas si vous étiez déjà sur Airbnb il y a quelques années, on va dire il y a longtemps, il y a plus de 10 ans. Mais à l'époque, c'était vraiment les appartements des gens. Aujourd'hui, franchement, 90% c'est des appartements comme ça, quoi. Donc, c'est assez drôle à voir, mais bon, ça marche, hein, c'est efficace. Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène sur le profil d'un responsable commercial qui a 10 appartements. C'est parti. 29 ans, 10 appartements déjà pour notre ami. Très très beau patrimoine, quasiment 1 million d'euros de patrimoine, 879 000 euros brut, 109 000 euros net. Donc là, c'est vraiment le patrimoine de l'investisseur IMO. Il y a de la dette et forcément, du coup, il est très riche en brut. Mais bon, faut quand même, il y a beaucoup de dettes qui financent ça. Profil. 29 ans, pacsé, bientôt marié, bientôt un enfant. Félicitations, mariage prévu pour printemps 2025 et arrivée de mon enfant juillet 2025. Ok, félicitations pour ça. Responsable commercial dans l'automobile, salaire d'environ 5 000 euros net. Pour être transparent avec toi, j'ai eu 2 coups de pouce financiers dans la vie. Pas de certification sans héritage. Mes parents m'ont donné 40 000 euros pour acheter ma première résidence principale que j'ai revendue depuis 10 000 euros de plus-value. Ma grand-mère m'a donné 60 000 euros lorsqu'elle a revendu sa maison que j'ai investi dans l'achat de ma nouvelle RP. Je ne peux donc pas certifier ce compte sans héritage, malheureusement pour lui. Pour commencer dans la vie, il est plutôt pratique quand on a 29 ans, quand on a même peut-être un petit peu moins à l'époque. Mais bon, il a un très beau salaire aussi, faut bien le dire. J'ai déjà atteint l'un de mes objectifs qui était de posséder 10 appartements avant mes 30 ans. Yes, le deuxième était d'avoir 1 million d'euros de patrimoine avant mes 35 ans. Bon, t'as encore 6 ans, t'es large. Celui-ci sera atteint d'ici quelques mois car j'ai validé avec mon banquier l'achat d'un immeuble de 4 appartements dont la valeur est un peu plus de 200 000. Allez, je te donne un autre challenge. Moi, je te donne comme challenge d'atteindre 1 million d'euros de patrimoine net avant 35 ans. Parce que brut, c'est facile si tu fais du crédit. Mais net, c'est un peu plus dur. Net, il y a de la marge. Mais en tout cas, déjà, c'est propre, c'est clair. Sur le long terme, je veux pouvoir lever un peu le pied d'ici 50 ans. Je ne pense pas vouloir m'arrêter de travailler car j'adore ce que je fais. Donc ça, c'est vraiment typique. C'est je veux lever le pied, mais en même temps, je veux continuer à travailler. Je veux juste avoir des revenus qui me permettent de faire ce que je veux. Et donc voilà, mon rêve serait d'avoir entre 4 et 5 000 euros de revenus passifs. Vraiment, c'est l'objectif générationnel, c'est ce que tout le monde cherche. Tu nous as partagé ton très beau cash flow. Wow, hyper détaillé, incroyable. Donc 4 000 euros de salaire. Alors peut-être que du coup, tu nous as dit 5 000. J'imagine qu'il y a des primes peut-être, ou je sais pas, il y a du variable. En tout cas, 4 000 euros de salaire. 7 000 euros de loyer. Ça, c'est beau. Par contre, évidemment, il y a 6 400 qui partent en des emprunts. Enfin, 6 400 qui partent dans l'IMO notamment, les emprunts, les charges, les lecs, la conciergerie, parce qu'on va le voir, il n'a pas un concierge à plein temps, il a une conciergerie parce qu'il fait du Airbnb. Des impôts fonciers, et oui, quand même, des prêts à la conso pour financer les apports. Ça, c'est assez intéressant, c'est un schéma que je vois pas trop. Faire un prêt à la conso pour financer l'apport, pour obtenir un emprunt. C'est audacieux. Les abonnements, bon, pas grand chose à dire. 100 euros, abonnement divers, bon, il n'y a pas le détail. Vie quotidienne, il n'y a rien qui me choque. Prêt pour la voiture, non. Après, t'es commercial dans la voiture, t'es responsable commercial dans l'automobile, donc j'imagine que t'aimes quand même les belles voitures. Ensuite, t'as 600 euros pour ta maison, c'est quoi ça? Est-ce que c'est le remboursement de l'emprunt de ta RP ou c'est autre chose? Ouais, je pense que c'est ça, parce que là tu mets impôt foncier RP. Donc pas mal de choses, panneaux solaires notamment, 180 euros. Et investissement mensuel, alors là il y a beaucoup de choses, PEA, assurance vie, PER, BRICS, Bitcoin, livret A, livret Bourse au plus, CEFP. Je pense que ça c'est un petit nouveau, on l'a jamais vu. LDD, ok. Un peu surpris par... J'aime bien la partie basse du cash flow, là j'adore. La partie haute, je comprends pas trop. C'est notamment ça, là, je comprends pas trop la logique. Et au milieu, bon, je vois rien de choquant. Je trouve ça même assez cohérent. Enfin, c'est pas énorme, hein, franchement, 400 euros de course. Alors ouais, t'es paxé en plus. Bon, le budget famille va un peu augmenter, mais a priori, ça, t'es au courant. Comme tu as pu voir, j'investis beaucoup dans l'immobilier, mais également dans la bourse et la crypto depuis plusieurs années. Je possède une RP avec mon épouse à hauteur de 64-36%. Ça, pour ceux qui se demandent pourquoi ils ont acheté comme ça, parce que j'imagine qu'ils ont mis l'apport. En fonction, s'il y a 100 000 euros d'apport, ils ont mis 64 000 l'un et 36 000 l'autre. Je possède 10 appartements, tous dans un même secteur et qui se louent super bien. Ça aurait été sympa de savoir où c'est, même sans donner la ville, au moins la région. Dis-nous dans les commentaires si tu lis la vidéo, comme ça on sait, ou même la région, le département à la limite, mais assez curieux. 5 en meublé et 5 en Airbnb.
l'immeuble que j'achète, 4 appartements, 2 meublés, 2 Airbnb. Ça doit être une sacrée usine, son histoire, parce que 5 Airbnb, moi j'en ai un, c'est déjà l'enfer, je trouve, mais 5, t'es courageux. Et c'est pour ça que voilà, il a la conciergerie. Parce qu'en fait, les conciergeries, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent en général entre 20 et 25% du chiffre d'affaires généré en frais. Pour pas faire grand-chose, il faut bien l'avouer. Alors, il y a des très bonnes conciergeries. Maintenant, j'ai une très belle conciergerie. Avant, j'en avais une très mauvaise. Mais en gros, c'est le prix à payer pour la tranquillité d'esprit. Le problème, c'est que les problèmes atterrissent toujours quand même chez vous. C'est un entonnoir. Donc, même si la conciergerie va intervenir s'il y a un petit souci, si demain, par exemple, et c'est un truc que j'ai eu plusieurs fois, la boîte à clés casse, il faut en racheter une. Bon, à la limite, la boîte à clés, on s'en fiche parce que c'est eux qui peuvent la payer, ils vous la facturent, ça coûte pas cher. Mais si par exemple, vous avez, j'ai eu une fuite, qu'est-ce qui se passe? Bon bah là, c'est vous qui devez intervenir. C'est vous qui devez faire venir l'artisan. L'artisan, il va vouloir vous voir, ou alors vous envoyez la conciergerie, mais du coup, ils sont pas payés puisque vous ne louez pas l'appartement pendant la fuite. Enfin bref, c'est... Donc en fait, dès qu'il y a un problème, la machine, elle s'enraye et c'est un peu pénible. Mais bon, toi, t'es cash flow positif, tu me le dis, ça c'est propre. J'ai fait pas mal de travaux et j'en fais encore, que j'intègre dans mes financements et que j'en déduis comptablement pour payer moins d'impôts sur ses revenus. Alors du coup, je ne sais pas comment tu exploites ton bien, puisque, pour rappel, plafond du LMNP, 23 000 euros de revenus locatifs. Si tu dépasses 23 000 euros, il ne faut pas que ces 23 000 euros, enfin que tes revenus locatifs fassent plus de 50% des revenus de ton foyer, parce qu'en fait, on considère dans ce cas-là que tu es un professionnel, puisque tu retires la majorité de tes revenus, littéralement, de ton activité de loueur meublé. Donc, je ne sais pas combien gagne ta femme, je ne sais pas à combien s'élèvent les revenus de ton foyer, mais tu es soit en LMNP, soit en LMP, je dirais, qui n'est pas la même chose. Ce qui est sûr, c'est que tu peux quand même profiter, évidemment, de faire du déficit pour payer moins d'impôts, ça c'est sûr. Je joue pas mal avec les différés partiels pour faire du cash et réinvestir des travaux ou pour de l'apport dans de nouveaux projets. Alors du coup, c'est quoi un différé partiel? Eh ben, on va quand même regarder sur Finari, puisque ça tombe bien, c'est fait pour ça. Et en gros, donc ça c'est un crédit avec différé ou un prêt avec différé partiel. Donc on voit que il ne rembourse pas de capital, puisque ce qui compte dans un crédit, et ce qu'il faut bien que vous compreniez si vous n'avez pas d'emprunt, ça peut paraître un peu bizarre, c'est que la dette que vous avez auprès de la banque, c'est le capital. C'est pas les intérêts plus le capital. C'est-à-dire qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a la somme que vous avez empruntée. On va dire ici, on a emprunté 72 000 euros. Il y a le coût total de l'emprunt qui est la somme que vous avez empruntée, soit le capital, plus les intérêts et l'assurance. L'assurance est l'obligatoire, les intérêts, ça dépend de votre taux d'intérêt en gros. L'assurance aussi d'ailleurs dépend d'un taux. Vous pouvez la renégocier, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que, évidemment, le coût est supérieur au capital puisque vous payez des intérêts. Mais si vous remboursez tout de suite votre emprunt, alors il y a des pénalités, mais on va dire si vous remboursez tout de suite votre emprunt et que vous n'avez pas de pénalité, eh bien vous ne remboursez pas les intérêts futurs. Vous payez ceux-là, ils sont perdus pour la banque. Et tant mieux. D'ailleurs, c'est quelque chose à surveiller, c'est quand vous signez un contrat d'emprunt, faites attention aux pénalités en cas de remboursement anticipé. Parce que ça peut coûter cher et c'est quelque chose qui vaut mieux faire sauter parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver dans un cas où vous payez pour des intérêts. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il a négocié un différé partiel, donc il ne rembourse pas capital, il paye que des intérêts. Donc forcément, là on le voit, les intérêts ils sont que de 257 euros. Alors le capital est beaucoup plus important, évidemment. Et donc hop, à partir de 2026, à partir de octobre, boum, il commence à rembourser du capital. Et donc là, on voit que sa courbe d'amortissement, elle tend vers zéro. Si on reprend un de ces emprunts qui est standard, un prêt amortissable, lui, il n'y a aucun sujet. En fait, ça s'amortit dès le début et vous voyez que vous avez du capital et des intérêts. Et donc, si vous ne remboursez pas de capital, forcément, ça coûte pas très cher. Et donc, le mieux, c'est de négocier un différé le plus long possible. Si vous pouvez négocier 6 mois, 12 mois, 18 mois pour des travaux, faites-le, parce qu'en fait, c'est du cash que vous allez pouvoir collecter et que vous allez pouvoir réutiliser pour financer un autre apport. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que tu fais. Je joue pas mal avec les différés pour faire du cash et investir dans les travaux et pour l'apport du nouveau projet. Voilà. Donc c'est trop bien en fait. C'est la banque qui vous fait vraiment un cadeau. Souvent, il suffit de demander en réalité. Moi, j'en ai obtenu un juste en disant voilà, je lance l'activité Airbnb, je sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce que vous me faites un différé? Ils m'ont dit ok, 6 mois. Voilà. Ça m'a pris 3 secondes. Donc ça, c'est pas mal. Et si vous êtes vraiment dans quelque chose d'industriel comme notre ami ici, vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite puisque vous mettez en location très vite. Vous commencez à récupérer du cash, vos intérêts sont très faibles et donc le cash en surplus, soit vous le stockez comme ça, vous pouvez anticiper vous avez plus de matelas quand il faudra rembourser du capital et s'il y a un petit problème, parce qu'il y a quand même souvent des problèmes dans la location, ou alors carrément vous utilisez le cash que vous générez, le surplus, et vous faites un autre apport avec. Donc ça c'est vraiment beau et ça c'est une belle martingale qu'on peut faire. En parallèle de l'immeuble que je rachète, je vais racheter un autre immeuble mais ce coup-ci en SCI familiale. J'ai convaincu ma sœur d'investir avec moi. Ok. J'ai investi 1050 euros sur 8 supports, c'est très précis, 1050 euros. Donc ça on a vu, c'est ce que tu avais mis sur ton cash flow. Plusieurs choses que j'aime pas, mais on va aller regarder ton Finari tout de suite. Je suis en gestion pilotée. Aïe, ça j'aime pas. Je sais que cela ne va pas forcément le mieux, mais ça me permet de gagner du temps. Mais pourquoi? Franchement je comprends pas. La gestion pilotée,
c'est très bien. Si vous connaissez rien, si vous n'avez pas envie de vous en occuper, et si c'est pas cher, à la limite, si c'est pas cher, allez-y. Ça, c'est pas cher, et en plus, vous gérez rien. Mais si c'est cher, et que c'est cher, vous êtes perdant. Parce que ça prend pas de temps d'être en gestion libre. Si j'ai un ETF et que je ne fais rien, ça me prend combien de temps par mois? Bah 0. Bah, c'est exactement la même chose que la gestion pilotée, c'est juste que j'ai payé 2% de frais en mois. Donc je ne vois pas l'argument du temps, mais bon, peut-être que j'ai raté quelque chose, on va regarder quand même le compte après. J'ai également investi 6 800 € sur Brix répartis sur 60 biens car je crois pas mal à leur système, il y a de belles rentes à apprendre. J'investissais 100 € sur chaque projet, mais avec l'arrivée de mon enfant, je vais pas mal diminuer. J'ai mis 20 € en automatique sur chaque projet. Ok, je connais pas très bien Brix, c'est vrai, mais je vois régulièrement notre communauté en parler. J'essaye de diversifier, bon en gros c'est de l'immobilier fractionné, si ça vous intéresse. J'essaye de diversifier au maximum. Actuellement, je suis vraiment bien dans l'immobilier, mais j'aurais besoin de quelques conseils sur la partie bourse. On va regarder ce qu'on peut faire. Est-ce que je suis dans le droit chemin? Je pense que je suis pas mal, mais j'aimerais avoir ton avis et ton expertise. Si tu as des conseils, je suis preneur. Et tu nous as mis des photos de tes biens. On va regarder. Si vous voulez louer ces biens, regardez. Magnifique. Un petit clic-clac à droite. Le classico Ikea, je pense que tous les étudiants et loueurs de meublés de France le connaissent, celui-là. Je sais pas comment il s'appelle, le Tom Quist ou un truc comme ça. Ok. C'est pas trop Ikea encore, hein. J'ai l'impression que c'est aussi de la récup. Bon, là, c'est plus du Ikea déjà. Là, je reconnais mes bons appartements meublés. J'ai exactement les mêmes meubles à peu près partout. Qu'est-ce que tu nous as mis d'autre? Voilà, très sympa. Ça, c'est vraiment la lampe du Ikea, les gars. Franchement, on est tous dans une grande famille C'est trop marrant que... Je sais pas si vous étiez déjà sur Airbnb il y a quelques années, on va dire il y a longtemps, hein, il y a plus de 10 ans. Mais à l'époque, c'était vraiment les appartements des gens. Aujourd'hui, franchement, 90%, c'est des appartements comme ça, quoi. Donc, c'est assez drôle à voir. Mais bon, ça marche, hein, c'est efficace. Allez, on regarde tout de suite ton final. Donc, l'immobilier, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Donc, on voit déjà que tu as pas mal de revenus passifs. Bam, 57 000 €, 58 000 € par an. C'est beau. C'est beau. On voit qu'il y a des appartements, ça tombe dans tous les sens. Hein. Ça tombe dans tous les sens. C'est très, très, très beau. Tous ces appartements sont financés à crédit. Donc, évidemment, s'il revendait tout aujourd'hui, il n'aurait que le patrimoine net. Ça ne serait pas autant que ça. Mais en tout cas, il fait des très belles plus-values. 43%. Il achète bien. En plus, là, c'est des estimations automatiques. Hein. Donc, c'est pas lui qui nous dit ça vaut tant. C'est nous qui estimons. On se base sur un outil, mais on estime ça. Il fait quand même des petites moins-values. Mais bon, on va regarder ce qui se passe sur cet appartement-là où il y a une belle moins-value, moins 25%. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ça. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est le cash flow. Qu'il soit en moins-value, à la limite, j'ai envie de dire, peu importe. Il fait un cash flow positif. Donc oui, alors il faut voir le TRI, vous allez me dire. Donc là, il manque des infos pour calculer le TRI, mais c'est quand même déjà très positif parce qu'il n'a pas à payer de sa poche. D'ailleurs, c'est intéressant. Vous pouvez faire une opération cash flow positive et faire une moins-value sur la revente, sur l'investissement lui-même. Pas très grave. Vous pouvez aussi faire une opération cash flow neutre ou négative avec un très gros TRI parce que vous allez très bien revendre. Donc il y a plein de configurations possibles. En tout cas, moi c'est vrai que celle que je préfère, c'est celle où on regarde le TRI. Malheureusement, je l'ai pas là. Mais si je devais mettre en deuxième, ce serait celle où on a un cash flow positif parce que ça demande 0 effort d'épargne. Allez, tu voulais savoir ce qu'on pouvait faire sur la bourse. Je vais te le dire. Donc, t'es full Boursorama, plan d'épargne, compte titre, assurance vie et plusieurs comptes titres. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans le plan d'épargne? Du S&P 500, ça on aime bien. Du PEA profil équilibré C. Et du RPA. Attendez, c'est intéressant. Du RPA, voilà. On me dit souvent, le stock picking, t'en parles pas assez. Je sors d'ailleurs une vidéo sur le stock picking incessamment sous peu. Peut-être qu'elle sera déjà sortie au moment où vous regardez celle-ci. Si elle n'est pas encore sortie, un peu de patience, mais elle sortira bientôt. Où je partage ma stratégie et je pense l'approche que, à mon sens, c'est celle qui est la plus simple à utiliser. Mais bon, voilà les risques du stock picking aussi, c'est que RPA, ça s'est pas très bien passé, même si on a acheté très très bas, en fait, ça a reperdu. Par contre, ce qui m'intrigue un peu, c'est ce fonds-là, PEA profil équilibré, donc là, je vais regarder juste les frais. 1,5% de frais. Donc là, vous allez me dire, ok, pourquoi pas? Tiens, on a déjà le truc là. Pourquoi pas, à la limite, si le fonds bat son indice? Je suis d'accord. Pourquoi pas payer des frais? Il n'y a aucun problème. Donc on va regarder les frais, la performance de notre fonds sur le site d'Amundi, évidemment, performance officielle. Et donc on voit, c'est un fonds qui est pas très vieux, 3 ans, donc je mettrai quand même un petit peu, 2 ans et demi, un petit peu un bémol sur le track record, mais on voit que c'est très mal parti. C'est très très mal parti puisqu'il y a déjà, il y a déjà 10 points de différence, 14 points de différence. Donc c'est très simple. Ce qui se passe là, c'est que tu payes 1,5% par an pour faire 15 points de moins que l'indice de référence qui, à mon avis, est un espèce d'indice composite qui nous le disent quelque part. Voilà, il est là. Donc, c'est 50% Ester capitalisé. Donc, l'Ester, pour rappel, c'est le taux le plus court de la zone euro. C'est l'ancien Eonia Overnight. 50% Eurostox, voilà, 14 points de différence. Donc pas terrible, je trouve. Je vois pas trop l'intérêt de payer pour ça.
bah, le premier truc que je ferais, c'est que j'arbitrerais et je mettrais, à la limite, mets sur le S&P ou sur le MSCI World que tu as déjà. Pareil sur Orpea, est-ce que tu y crois encore? Bah, si tu y crois pas, avant la position, prends ta perte et passe à autre chose, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un compte titre. Alors, pourquoi il y a autant de lignes? Alors déjà, pourquoi il y a un compte titre? Quel est l'intérêt du compte titre si tu n'achètes pas de titres? Si tu achètes que des ETF qui sont quasiment tous dispo en PEA? Ces ETF sont tous dispo en PEA, alors peut-être pas exactement la même formule, mais en gros, dans les grandes lignes, c'est dispo. Il n'y a que Euraseo qui ne sera pas... Ah si, quoique non, le FCPR ne sera pas dispo. Mais en gros, tout le reste est dispo. Est-ce que c'est un compte titre en gestion pilotée? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Assurance vie. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça, c'est une assurance vie en gestion pilotée à 100%. Et là, bon... Là, vraiment, vous avez l'effet qui se coule, puisque vous avez deux choses. C'est que vous avez, d'une part, les frais du contrat. Alors là, à mon avis, on n'est pas bon, puisque ça peut pas être bon. On a surtout les frais des sous-jacents. Donc là, on a 2,10, 2,09, 2,07. Bon, ça coûte cher, tout ça coûte très très cher. Et donc, tous ces fonds-là ont des grandes chances de sous-performer. Donc, je vois pas vraiment ce que tu gagnes à aller sur une assurance vie profilée, enfin pilotée, si elle est chère. Si elle est pas chère, why not? D'ailleurs, c'est le pari qu'on fait chez Finari, on fait une gestion profilée pas chère, parce qu'il y a des gens qui veulent pas gérer, mais dans ce cas-là, on leur donne un produit qui est vraiment très compétitif. Pour les gens qui ne voudront pas gérer, on leur donnera une gestion libre, et ils feront ce qu'ils voudront, et ils auront les frais plus bas. Normal. Là, t'as c'est ce que tu nous disais, ça, je pense, c'est le CEFP, compte d'épargne financière. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah, c'est pareil, hein, c'est chargé de frais. Alors, malheureusement, on ne connaît pas les frais sur ce contrat, mais je peux te dire qu'il y en a, évidemment. Alors voilà, je trouve ça quand même un peu bizarre parce qu'en fait ici il y a un article qui dit que c'est un produit génial, number one, et il dit de l'autre côté le compte d'épargne financière piloté de Boursorama est gratuit, vous avez 0% de frais sur les versements, seuls les frais de gestion annuelle sont de 1% chez la banque en ligne. Bah oui, c'est de 1% plus 1,5% sur les fonds, donc en fait tu es à 2,5%, donc nous on n'a pas cette information ici. Sur Finari, on va le changer d'ailleurs pour que vous l'ayez. Mais ce contrat-là, il coûte 2,5%, il coûte pas 1,5%. Donc tu perds encore plus. Donc je ne vois absolument pas l'intérêt. Surtout que, encore une fois, je reviens en arrière, ton PEA n'est pas plein. Donc pourquoi tu collectionnes les comptes? Quel est l'intérêt de mettre tout ça bout à bout? Je ne vois pas. Pour moi, là, tu peux arrêter de contribuer sur l'assurance vie. Et tu peux la passer en gestion libre. Comme ça, tu dégages tous les fonds qui coûtent cher. Tu peux arrêter de mettre sur le CEFP. Je ne vois pas l'intérêt de mettre sur le livret A, sur le livret Bourse Plus, si ton livret A n'est pas complet, puisque le taux du livret A est meilleur. En plus, il est net d'impôts. Quel est l'intérêt de mettre sur le LDDS? Si pareil, si ton livret A n'est pas complet. Quel est l'intérêt de mettre sur le PER si ta TMI, si ta rente marginale d'imposition n'est pas élevée? Alors toi, elle doit être quand même assez élevée. Ça peut être intéressant, mais je ne suis pas sûr, vu ton profil, que ce soit vraiment la clé. Moi, je mettrais tout sur le PEA, en gros, et je mettrais, à limite, si tu veux, mettre une épargne de précaution sur le livret A. Et le reste, bah, tu peux l'enlever. Regardez combien tu as sur ton livret A. Hop, ouais, tu vois, tu as 4500 au total sur tous tes livrets, donc tu as largement la place encore. Tu as vraiment largement de quoi faire, donc ça, tu peux tout simplifier. Qu'est-ce que tu as en crypto? T'investis sur Finari, bon ça évidemment génial, je ne peux rien dire, je m'incline. Non en tout cas voilà, belle performance, plus 43%, bon comme d'hab hein, il a pas fait grand chose, je vois que t'as juste peut-être retiré des fonds, je ne sais pas. Et sur Coinbase, bah, il y a beaucoup plus de choses, moins 50%, mais c'est ça qui marche en réalité, c'est la simplicité, donc là voilà, vous avez des frais bas, il fait du DCA toutes les semaines je crois, il a dit, c'est simple. Donc il n'y a pas à chercher midi à 14h. Carte de crédit Bourso, ça peut être pas mal, et les emprunts, ça on a déjà regardé, évidemment il y en a beaucoup. Mais en tout cas, très très beau profil, je trouve. Les conseils en bourse, bah, qu'est-ce que tu peux améliorer? Bah, je pense qu'on a parlé. Passer en gestion libre au lieu de faire de la gestion pilotée, ou alors passer en gestion pilotée pas chère, à la limite, avec 100% des ETF. Arrêter de contribuer sur tous les comptes, CEFP, etc. Maximiser le PEA, maximiser le livret A. Et je pense que tu es très bien parti. Et je me fais aucun souci sur ta capacité à générer 5 000 € de revenus par mois. D'ici 50 ans, tu as encore 20 ans. Ça va être vraiment simple, j'ai envie de dire. Je pense que tu pourrais même générer 10-15 000 € par mois. Attention quand même à un truc qui nous pend tous au nez, c'est-à-dire c'est la loi Le Meur, qui est la loi anti-Airbnb, si vous voulez. Là, vous pouvez aller voir. Et donc là, ils ont mis plein de choses super sympas dedans, par exemple, fiscalité moins favorable pour les meublés de tourisme. Donc hop, on rabote les niches. DPE obligatoire avec entre A et D, c'est super dur. Il y a plein d'appartements, c'est impossible de les mettre là. Bon, vous avez jusqu'à 2034, vous me direz, mais quand même. Et surtout, les maires peuvent limiter le nombre de jours où vous louez votre résidence principale. Enfin, il y a plein de trucs qu'ils peuvent faire. Ce que cette loi oublie, pour moi, c'est que il y a quand même des endroits où il n'y a pas assez de logements pour les vacanciers. Donc pourquoi vouloir empêcher? Moi, je prends l'exemple de mon appartement parce que je le connais quand même plutôt bien. Je loue mon appartement, je pense, entre 50 et 70 € par nuit. Dans la ville où je suis, qui est Aix-les-Bains, il n'y a pas de chambre d'hôtel à ce prix-là, en fait. Donc, pourquoi venir taper
sur ce truc-là. En plus, l'immeuble dans lequel j'ai acheté, tous les appartements ont été rénovés. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un d'autre, mais tous les appartements ont été rénovés. Il y en a certains qui ont été achetés par des gens qui y habitent, d'autres qui ont été achetés par des investisseurs. Mais pourquoi ces investisseurs ont acheté? Parce qu'ils avaient la niche du LMNP et donc ils pouvaient prendre les travaux, enfin, ils pouvaient amortir le coût des travaux, ils pouvaient amortir comptablement le bien pour écraser leurs revenus. Enfin bref, il y avait des avantages. Mais si on enlève les avantages, on va enlever aussi l'investissement. Il y a quand même un gros besoin de rénovation énergétique, de rénovation tout court de notre parc immobilier, énergétique encore plus. Donc voilà, je suis un peu mitigé. Il y a des villes où je suis d'accord, c'est n'importe quoi Airbnb. Il y a d'autres villes, franchement, c'est juste un peu dommage, quoi. Donc attention quand même, parce que toi, tu es à risque, vu que tu es en grande partie, tu es à 50% Airbnb. Je pense qu'en meublé longue durée, il n'y aura aucun problème. Ils vont pas taper dessus parce que littéralement, c'est des étudiants, c'est des jeunes professionnels, enfin, c'est des gens normaux qui louent, c'est pas des touristes. Donc je pense que politiquement, ça va être plus compliqué. Donc, attention à ça. Moi, si je devais refaire l'opération, je pense que je ferais que du longue durée parce que je trouve que c'est déjà beaucoup plus facile à gérer mentalement et en plus, c'est beaucoup moins exposé politiquement. Donc voilà. En tout cas, bravo pour ton parcours. T'as bien géré ton héritage et t'as accumulé un parc immobilier impressionnant, que des biens cash flow positifs. Donc ça, c'est assez cool. Tu seras largement à ton objectif, je pense, si tu continues. Quelques petits ajustements sur la bourse. Donc mais ça sera très simple. Si vous voulez que j'analyse aussi votre patrimoine, le lien est dans la description. Vous postulez chaque semaine. On prend un profil d'une investisseuse. Si vous êtes une femme, postulez parce que c'est vrai qu'on n'en a pas assez, on a très peu de candidatures, donc quand on en a qui sont intéressantes, évidemment, on les traite, mais la majorité du temps, on n'en a pas. Si vous êtes une femme, avec grand plaisir, si vous êtes un homme aussi, avec grand plaisir, on a fait un peu plus, on essaye de couvrir vraiment un maximum de profils. Si d'ailleurs vous trouvez que ce profil-là, il est surréaliste, parce que vous n'avez pas d'héritage, etc., allez voir les autres vidéos, j'ai fait, je crois, 70 analyses de patrimoine, j'ai traité des étudiants jusqu'aux joueurs de foot, donc j'ai fait vraiment le spectre le plus large possible, donc allez voir tout ça, il y a tous les profils, il y en a pour tous les goûts. Si vous avez un profil qui n'a pas été traité, quelque chose d'un peu original, vous me l'envoyez, je le sélectionne, je l'analyse pendant que vous buvez votre café le dimanche matin et puis on devient tous des meilleurs investisseurs. Voilà, je vous dis à très vite, dimanche prochain pour une nouvelle analyse. Merci.